Je vais reconnaître le député de Charlebourg. Je reviendrai vers vous dans quelques minutes. Monsieur le député de Charlebourg. Merci, Monsieur le Président. Dans le cadre du mandat d'initiative sur le décrochage scolaire, les membres de la Commission de la culture et de l'éducation ont eu le privilège, je dis bien le privilège, de consulter 6 experts sur le sujet et de visiter 3 écoles où des initiatives porteuses d'espoir ont été entreprises. Les experts, les enseignants et les enseignantes, les administrateurs scolaires, les parents et surtout les élèves que nous avons rencontrés nous ont permis de mieux comprendre cette problématique de la persévérance scolaire, les défis que cela pose à la société québécoise, de même que les pistes de solutions possibles, sans oublier toutes les actions actuellement en cours dans le réseau scolaire et qui portent des fruits. Il faut rappeler d'entrée de jeu que l'école est l'affaire de toute la communauté. J'en étais déjà convaincu lorsque les travaux de la Commission ont commencé. Je le suis encore plus aujourd'hui, après toutes les rencontres et les visites que je viens de mentionner. La réussite de nos élèves ne dépend pas seulement des enseignants, du personnel des écoles et de celui des commissions scolaires. Elle dépend aussi de l'engagement de toute la société. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le rôle de chacun dans la persévérance scolaire des jeunes? La réponse est nécessairement complexe, parce que le décrochage scolaire est un problème immensément multifactoriel. Pour le résoudre, il faut agir sur plusieurs fronts. Contrairement à ce que prétendent certaines personnes qui ont fait récemment des propositions un peu simplistes pour soi-disant sortir le Québec de l'immobilisme, il n'y a pas de solution simple et rapide. Il n'y a pas de magic bullet, comme le disent nos amis américains. Le travail de la Commission a bien mis en relief que les facteurs les plus significatifs pour la réussite scolaire sont humains et sociaux. Lors de nos visites dans les écoles, nous n'avons pas beaucoup entendu parler de pédagogie. Très souvent, les élèves en difficulté sont des enfants blessés, dont le réseau social est déficient, qui font l'objet de rejet et d'intimidation à l'école et qui, bien sûr, ont des problèmes d'apprentissage. Un aspect qu'il faut prendre en compte, un aspect important, c'est la question du statut socio-économique des familles. On sait que les enfants qui grandissent en milieu défavorisé auront plus de retard d'apprentissage et seront plus sujets à abandonner leurs études. Au moment d'entrer à l'école, un enfant de milieu aisé aura entendu plusieurs millions de mots de plus qu'un enfant issu de milieux défavorisés. Un enfant qui n'aura pas eu la chance de fréquenter un CPE a de plus grands risques d'avoir de fortes difficultés d'apprentissage. C'est pourquoi il est important d'accorder à tous l'accès aux services de garde, tout en réfléchissant à d'autres modèles comme celui de la maternelle dès 4 ans. Plus globalement, le sociologue Paul Bélanger a souligné que la guerre au décrochage est inséparable de la guerre à la pauvreté. Toutes les personnes que nous avons consultées nous ont dit, et cela est reflété dans le rapport de la Commission, que les difficultés commencent très tôt au primaire. Il faut donc détecter dès ce moment ceux et celles qui sont à risque. En fait, il faut agir le plus possible en amont et faire de la prévention. Dépistage systématique des élèves à risque, développement de garderies de qualité dans les quartiers défavorisés, aide aux parents en difficulté et ainsi de suite. Parlons maintenant du rôle de l'école proprement dit. Nous avons demandé aux élèves que nous avons rencontrés quelle était l'école idéale. Voici quelques éléments de leur réponse. L'école idéale fournit aux élèves en difficulté ou à risque un milieu de vie stimulant qui remplace celui qu'ils n'ont pas à la maison par manque d'autorité, d'encadrement et d'amour, qui renforce leur estime de soi et leur donne un sentiment d'appartenance. L'école idéale s'adapte aux élèves et à leurs capacités, les motive, les oriente correctement, les aide à avoir un but, valorise le travail plus que l'argent, la persévérance plus que la performance. L'école idéale organise des stages dans des milieux de travail, si possible 1 jour ou 2 par mois, pour faire connaître les différents métiers et professions. L'école idéale fournit une aide personnalisée aux élèves en difficulté ou à risque. L'école idéale organise des activités parascolaires. L'école idéale a l'appui du milieu et des organismes sociaux communautaires. L'école idéale est caractérisée par la stabilité du personnel et des cursus, par la souplesse dans l'organisation. Elle permet, par exemple, des passerelles école-travail, par le respect qu'elle porte aux élèves,
par la créativité, par l'accueil, par le cœur. L'école idéale permet à chacun d'avoir un lien significatif avec un professeur ou un intervenant. Les professeurs de l'école idéale adaptent leur enseignement en fonction des caractéristiques des élèves, favorisent l'interaction avec les élèves tout en exerçant une saine autorité. Les professeurs de l'école idéale respectent les élèves et les encadrent adéquatement. Les professeurs de l'école idéale varient les approches, proposent des projets et, si possible, des parcours différenciés. Les professeurs de l'école idéale ont appris à gérer les élèves difficiles. Lors de notre visite à l'école Lavoie, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal, une jeune fille d'origine ukrainienne a répondu de façon très directe à notre question sur l'école idéale. Elle a tout simplement dit « c'est ici ». Je vous rappelle, Monsieur le Président, que les élèves de cette école viennent d'un grand nombre de pays différents, qu'ils parlent, nous a-t-on dit, plus de 50 langues différentes, et que le taux de persévérance s'y est beaucoup amélioré depuis quelques années, entre autres grâce au leadership d'une équipe de direction énergique et déterminée. Comme la sociologue Diane Pacom l'a bien expliqué, les jeunes ont changé, sont devenus des acteurs socio-économiques, des consommateurs, et se soumettent moins à l'autorité parentale, autorité que les parents ont moins le goût et le temps d'exercer qu'auparavant. Cela aussi, il faut que les professeurs le comprennent bien. Les enseignants et les enseignantes ont donc un rôle plus difficile qu'avant, entre autres car ils doivent s'adapter à des jeunes aux profils très variés, et également parce que la nécessaire relation de confiance maître-élève n'est plus aussi automatique. L'école québécoise a donc devant elle tout un défi. Mais comme je viens de l'évoquer, elle est capable d'y faire face. Il faut également, Monsieur le Président, que les parents soient au cœur du processus d'apprentissage de leurs enfants. En tout premier lieu, il est important que les parents comprennent les exigences de l'école. Ils doivent aussi soutenir leurs enfants, quel que soit le parcours choisi, en reconnaissant que la formation professionnelle et technique peut être tout aussi précieuse que la formation universitaire. Bien sûr, de nombreux parents sont déjà très impliqués auprès de leurs enfants, mais il faut poursuivre les efforts pour que s'établisse une relation de coopération fructueuse entre les parents et l'école. Les employeurs ont aussi un rôle à jouer. Les jeunes rencontrés nous ont dit qu'il arrivait parfois que leurs employeurs ne tiennent pas compte de leur statut d'étudiant et les fassent travailler un trop grand nombre d'heures par semaine. On sait que le travail des jeunes leur permet de développer leur autonomie, leur estime de soi, tout en leur permettant d'apprendre certaines habiletés comme la bonne gestion du temps et de l'argent. Mais travailler trop d'heures, plus de 15 à 20 heures par semaine, peut être une source de stress, amener une réduction du temps accordé au travail scolaire et augmenter le risque de décrochage. Il incombe donc aux employeurs de respecter les besoins des jeunes et de toujours leur permettre de se consacrer à la priorité numéro 1, les études. Cela dit, les employeurs peuvent contribuer de manière très positive à la persévérance scolaire. Plusieurs jeunes nous ont dit que l'effort qu'on consacrait à l'école dépendait du but à atteindre. C'est facile à comprendre, on est plus motivé à aller à l'école lorsque l'on sait pourquoi on y va. C'est pour ça que les employeurs de tous les domaines peuvent aider à la lutte au décrochage en multipliant les visites de milieux de travail et les programmes de stage. De cette façon, les jeunes pourront découvrir l'emploi de leurs rêves, ce qui les guidera pendant leur parcours. Mais savoir pourquoi on va à l'école, c'est aussi savoir qu'on y trouvera des activités qui correspondent à nos passions et à nos intérêts. Je pense ici aux activités parascolaires, théâtre, musique, aide aux organismes communautaires et aux programmes de type sport-études. Ces activités donnent de la motivation aux jeunes, leur permettent de se dépasser et font de leur école un véritable milieu de vie. Et elles ne sont pas du tout incompatibles avec les études, bien au contraire. Généralement, les programmes spéciaux de ce type exigent que les élèves maintiennent une certaine moyenne académique. Un jeune impliqué dans une équipe sportive nous racontait que les joueurs s'entraidaient dans les différentes matières et faisaient leurs devoirs dans les vestiaires. Pour eux, faire du sport ou faire de l'art, c'est une façon de s'épanouir, en plus d'être un moyen de connaître d'autres jeunes avec qui ils partagent des affinités, et donc un moyen d'élargir leur réseau social. En ce sens, il est souhaitable que les écoles aient une bonne marge de manœuvre pour lancer des programmes particuliers de toutes sortes, mais aussi peut-être qu'elles tissent des liens avec les municipalités qui offrent déjà différents services
sportifs et culturels. Finalement, on doit réfléchir au message que la société envoie à nos jeunes. L'un d'entre eux nous a dit que la société valorisait surtout le moment présent. La télévision et la publicité mettent l'accent sur l'immédiat, sur le court terme, alors que l'éducation est un projet à long terme. On insiste aussi beaucoup sur la consommation de biens matériels, ce qui amène les jeunes à vouloir gagner de l'argent rapidement. C'est peut-être tout notre rapport au temps et à la consommation qu'il faut repenser. Lorsque l'on parle de l'école publique dans les médias, c'est souvent de manière plutôt négative. On critique la réforme, on invoque les conditions de travail difficiles des enseignants ou les classes trop nombreuses, on déplore le manque de moyens. Plusieurs défis sont réels, mais ça ne signifie pas que l'école publique québécoise soit très mal en point, comme certains voudraient nous le faire croire. Les tests internationaux PISA le prouvent. À chaque évaluation depuis 10 ans, nos élèves sont parmi les meilleurs au monde dans les compétences de base en mathématiques, en lecture et en sciences. Notre rencontre avec des jeunes motivés dans 3 écoles du Québec le démontre aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'asseoir sur nos lauriers. Faire passer le taux de diplomation à 20 ans à 80 demandera des efforts et de la détermination. Pour cela, nous aurons besoin du soutien de toute la société québécoise. En terminant, Monsieur le Président, il faut rappeler que les facteurs les plus importants pour la réussite scolaire sont socio-économiques. Appui des parents, de la famille et des amis, réseau social développé, conditions de vie, disponibilité des équipements sociaux et culturels, mobilisation du milieu environnant et de la communauté, conciliation travail-études. Il faut rappeler également que la question de la réussite se pose avec plus d'acuité pour les garçons, qui manquent, semble-t-il, de modèles masculins et qui sont plus nombreux à trouver l'école plate. Je souhaite, Monsieur le Président, que la société québécoise ait une vision positive de l'avenir que nous devons construire pour et avec nos enfants. Les jeunes, en fait, veulent tout simplement une vie normale, un travail, une famille, et c'est pour cela qu'ils vont persévérer, malgré les difficultés ou, s'il y a lieu, raccrocher. Nous devons leur en donner les moyens. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur le député de Charlesbourg.